Bonjour à tous, je suis Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Et je suis heureux de vous retrouver pour ce webinaire Destination Business consacré à l'Espagne avec un focus sur sa capitale, Madrid. Cet événement est organisé par le Monaco Economic Board sous l'égide de l'ambassade de Monaco en Espagne, avec le soutien de l'ambassade d'Espagne à Monaco et en collaboration étroite avec la Confédération espagnole de l'organisation des entreprises, la CEOE. Et pour représenter ces institutions et parler des opportunités d'affaires que peut offrir l'Espagne, nous avons le plaisir d'accueillir son Excellence, M. José Manuel Alvarez, ambassadeur d'Espagne en France et à Monaco. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur Ross. Enchanté d'être avec vous. Merci beaucoup. À nos côtés également, nous aurons son Excellence, Madame Catherine Fautrier-Rousseau, ambassadeur de Monaco en Espagne. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Bonjour Guillaume, buenos días a todos. Alors, suite à vos interventions, Excellence, Monsieur Justin Hyman, le directeur général adjoint du Monaco Economic Board, présentera les atouts économiques de la principauté. Bonjour Justin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le voyage économique virtuel commencera ensuite par la présentation de Madame Marta Blanco, présidente de la CEOE internationale. Bonjour Madame Blanco. Bonjour, buenos días. Puis Monsieur Jaime Montalvo, directeur international de la Chambre de commerce d'Espagne, poursuivra avec une présentation très intéressante aussi. Bonjour Monsieur Montalvo. Bonjour à tous, buenos días a todos. Gracias Guillaume, merci. Également avec nous, nous aurons Monsieur Javier Iraola, directeur de projet au sein d'Invest in Spain, la ICEX. Bonjour Monsieur Iraola. Bonjour Guillaume, buenos días a todos, merci. Merci à vous. Nous aurons ensuite l'occasion d'écouter Madame Maria Paz Ramos, directrice générale du commerce international et investissement du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme d'Espagne, bien sûr. Bonjour Madame Paz Ramos. Bonjour, merci, buenos días, gracias a todos. Alors, nous avons de nombreux intervenants aujourd'hui et pour avoir un focus sur la capitale espagnole, je laisserai la parole à Monsieur Francisco Aranda, porte-parole de la Confédération des employeurs et des industries de Madrid, la CEIM. Bonjour, Monsieur Aranda. Bonjour, Monsieur Ross. Buenos días a todos. Buenos días. Et pour terminer ce large et qualificatif panel d'intervenants, Madame Elsa Salvadores, directrice adjointe de la Chambre de commerce et de l'industrie de Madrid, nous exposera le dynamisme économique de la capitale. Bienvenue, Madame Salvadores. Bonjour, enchanté. Buenos días a todos. Buenos días. À la fin de ce webinaire, une session de questions-réponses animée par M. Justin Hyman sera en clôture, mais en attendant, nous allons laisser la parole à son Excellence, M. José Manuel Alvarez, qui est l'ambassadeur d'Espagne en France et à Monaco. Excellence, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir eu cette initiative pour resserrer les liens déjà très étroits entre l'Espagne et le Monaco. Je vais continuer en espagnol, étant donné qu'il y a une excellente traduction. Buenos días a todos y a todas. Bonjour à tous et toutes. Et je salue réellement cette magnifique initiative pour resserrer les liens entre l'Espagne et Monaco. Je voudrais rappeler que cette coopération qui est solide et ancienne entre les deux pays revient à 1976, donc elle n'est pas neuve, elle n'est pas nouvelle, et c'est la date de début de nos relations diplomatiques. À ce moment, Monaco a nommé un premier ambassadeur, et j'en profite pour saluer mon homologue à Madrid. Et en 2013, l'Espagne a nommé son premier ambassadeur à Monaco, poste que j'occupe actuellement. Mais ici, aujourd'hui, c'est une manifestation particulièrement importante parce que aussi bien Monaco que l'Espagne a en ce moment un groupe d'entreprises important qui est en train de faire face à une crise, le Covid-19, qui est très grave. Et nous partageons donc
ce pari, ces difficultés en faisant face à cette crise du Covid 2019. Et nous sommes en train de donner des réponses très similaires en termes de vaccination et de réponse au Covid. Nous sommes des pays méditerranéens et nous partageons donc beaucoup d'éléments physiques, beaucoup de valeurs et d'objectifs communs, protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique, développement digital et défense de la biodiversité et préservation des mers et des rivières. Concrètement, la Méditerranée, qui nous est commune. Nous avons également en commun une négociation pour que Monaco soit encore plus uni à l'Europe et à l'économie européenne. Et citons les négociations qui ont déjà débuté en 2015. Et nous souhaitons que cette prospérité partagée entre Monaco et l'Espagne se resserre à travers cet accord. Tous nos secteurs économiques qui sont actuellement très bien représentés ici par la COE, par la CIM de Madrid. Je suis de Madrid, donc je salue mes collègues de la petite patrie, comme nous appelons Madrid, de la Chambre de commerce de Madrid et l'ISEX. Il s'agit d'une excellente opportunité pour que notre économie et nos entrepreneurs s'unissent pour faire face à ce défi et aussi pour atteindre ces objectifs communs des pays méditerranéens que nous sommes tous deux. En ce moment, l'Espagne se trouve face au début de ce plan ambitieux de récupération qui va être soutenu par 140 000 millions, par les aides de l'Europe. Il est prévu 5,6% d'augmentation cette année et l'Espagne en général et Madrid en particulier sont des destinations excellentes pour les institutions de Monaco, une excellente opportunité de win-win pour les deux secteurs. Monaco est actuellement une économie prospère et dynamique, une économie très engagée envers la recherche et l'innovation, exactement pareil que l'économie espagnole. Elle a également des secteurs plus classiques, comme le secteur de la construction, et l'Espagne a des entreprises de pointe qui peuvent être des associés pour Monaco et le secteur des entreprises de Monaco. Ces associations seront bien entendu toujours bienvenues en Espagne et soutenues depuis cette ambassade d'Espagne à Monaco. Je veux aussi saluer et souligner l'effort qu'a effectué Monaco au cours des dernières années pour suivre tous les standards internationaux, en particulier ceux de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier quand il s'agissait de financer le terrorisme. Nous devons souligner les efforts qu'elle a effectués pour faire face, de même que nous tous, faire face à cette plaie, à ce fléau. Il y aura donc bientôt un changement de la législation dans ce sens. Je finirai donc en tant qu'ambassadeur d'Espagne à Monaco. Je m'engage à travailler pour développer cette relation politique, culturelle, Aujourd'hui débute un long dialogue qui va donner ses fruits et apporter une relation plus étroite entre Monaco et l'Espagne, entre Monaco et Madrid. Donc, bon travail et je suis sûr que nous verrons bientôt les fruits de ce travail. Merci beaucoup, Excellence, de cette déclaration. Alors, avant de laisser la parole à son Excellence l'ambassadeur Catherine Fautrier-Rousseau, qui est ambassadrice de Monaco en Espagne, je souhaiterais rappeler à tous que vous avez au bas de votre écran, et je suis désolé de ne pas vous l'avoir rappelé avant, vous avez au bas de votre écran une petite map monde qui vous permet de choisir votre langue. Je vous rappelle que ce webinaire est diffusé à la fois en français et en espagnol. Donc, en bas de votre écran, vous avez la possibilité de choisir votre langue et d'écouter la traduction simultanée que nous avons faite pour vous.
Merci à tous et maintenant je laisse la parole à son Excellence l'ambassadeur. Madame Fauthier. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Excellence, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les directeurs. Tout d'abord, je tiens à remercier le Monaco Economic Board pour cette initiative qui, j'en suis certaine, va permettre d'ouvrir la voie à une collaboration économique encore plus intense entre la Principauté de Monaco et l'Espagne. Nous avons en effet une vocation naturelle à être des partenaires. Nous partageons, comme l'a dit mon collègue basé à Paris, la même culture. Nous avons en commun la mer Méditerranée qui, depuis l'origine de nos peuples, nous a permis de développer les échanges commerciaux entre nos pays. Sur le plan diplomatique, donc, notre histoire remonte au 14 juillet 1876, date de la création de la légation de Monaco en Espagne, qui fut placée sous l'autorité de la légation en France jusqu'à sa fermeture en juin 1945. Cependant, ce n'est qu'en 1990 que la légation fut levée au rang d'ambassade et son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III, nomme en février 1991 le premier ambassadeur de Monaco en Espagne, basé à Madrid. Pourtant, et vous allez voir, les liens entre l'Espagne et la Principauté de Monaco existaient déjà depuis Charles III. Son fils, le prince Albert Ier, a effectué ses classes dans la marine espagnole dès 1866. Grâce à l'intervention amicale de la reine Isabelle II, avec qui il va lier une amitié profonde. Albert Ier, dont nous allons célébrer l'an prochain le centenaire de sa disparition, sera plusieurs fois promu dans la marine espagnole royale jusqu'à atteindre le grade de contre-amiral. Il a conduit plusieurs campagnes scientifiques dans les eaux espagnoles dès 1884. Le musée océanographique de San Sébastien est une réplique un peu plus petite de celui de Monaco, comme si c'était un hommage rendu aux travaux qui ont été conduits par le prince Albert Ier en Espagne. Sa relation avec l'Espagne ne s'est pas limitée aux campagnes scientifiques océanographiques. Albert Ier a apporté une aide déterminante pour l'étude et la mise à jour des vestiges archéologiques des grottes d'Altamira, en Cantabrie. Son engagement dans ce domaine a également fait l'objet de reconnaissances et mérites. La Sociedad Española de Historia Natural le nomme socio-protector. La Real Academia de la Historia le nomme socio-honorario. Y la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturaleza lui attribuera le prix Echegaray. L'histoire entre l'Espagne et la Principauté de Monaco est donc riche d'échanges, d'amitié profonde et de collaboration fructueuse. Aujourd'hui, les relations entre nos deux pays se sont diversifiées dans de nombreux domaines touristiques, culturels, économiques. Le marché européen, qui constitue le plus important marché pour la Principauté de Monaco en termes d'échanges commerciaux, et l'Espagne est un partenaire commercial important et incontournable, le 6e en termes d'exportation et le 9e en termes d'importation. Donc, il ne fait aucun doute que les présentations que nous allons pouvoir avoir aujourd'hui vont permettre d'écrire de nouveaux chapitres en matière de coopération économique et de renforcer tous ces échanges que nous avons déjà depuis de nombreuses années. Je remercie donc encore une fois tous les participants et le Monaco Economic Board pour cette initiative qui nous permet, malgré la situation sanitaire et la pandémie, de pouvoir continuer à créer des liens, à bâtir des ponts et à intensifier les relations que nous pouvons avoir sur le plan économique. Merci à tous et bonne réunion. Merci, Excellence, et merci pour ce rappel historique tout à fait bienvenu. On ne se rend pas compte à quel point l'Espagne et la Principauté de Monaco sont liées depuis vraiment longtemps. Donc, merci de l'avoir rappelé, c'est très important et moi-même qui suis d'origine espagnole, je suis tout à fait ravi que vous l'ayez rappelé. Alors, maintenant, nous allons laisser la parole à M. Justin Hyman qui va présenter la Principauté donc, dans son ensemble. Justin, c'est à vous. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire une présentation économique de la Principauté. Je vais tout d'abord partager mon écran. Parfait. Avant de débuter cette présentation économique, nous allons vous montrer un petit film avec son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui décrit justement la Principauté sous son écosystème monégasque et économique.
whether under the sea in a tropical reef, in the depths of a luxurious primary forest, or on a continent covered by ice. An ecosystem is made up of a set of complex and connected interactions. In the economic field, we also talk about the ecosystem when organizing an environment which benefits all its stakeholders. The Principality of Monaco is a perfect example. Its success and achievements are based on several factors. First of all, our political regime, the constitutional monarchy, brings the stability and the time needed to enable projects and ideas to come to fruition. Our liberal vision of the economy, coupled with an effective social model, supports prosperous and harmonious development. Thanks to rigorous and dynamic management of our financial resources, our country has no public debt and has a constitutional reserve fund, guardian of its independence, which provides protection in the event of a financial crisis. This allows for the implementation of a development policy and strategy which stimulate investment and encourage innovation and entrepreneurship. Our diversified and balanced economy is successful and internationally oriented. But progress only has meaning if it is sustainable. This concern is at the heart of my actions, both as head of state and as president of my foundation. Almost 140 nationalities benefit from an exceptional environment, a local atmosphere and well-being which makes the Principality a unique place to live. This commitment reflects the very nature of our city-state, its human dimension. Secondes. Je vais repartager l'écran. J'ai un petit problème technique, excusez-moi. Je vous propose de prendre un petit moment pour réparer le problème technique et peut-être nous referons la présentation de Monaco un petit peu plus tard. Et en attendant, je vous propose de passer tout simplement à la présidente de la CEOE, Madame Marta Blanco. S'il vous plaît, Madame. Merci beaucoup. Bonjour. Le directeur exécutif de Monaco Executive Board et Monsieur l'ambassadeur du Monaco en Espagne et Madame l'ambassadrice d'Espagne à Monaco, et au nom aussi du gouvernement espagnol et de la Chambre de commerce espagnole et de la Chambre de commerce de Madrid, j'aimerais saluer toutes les personnes qui saluent cette rencontre. Je représente l'une des organisations d'entreprises les plus importantes d'Europe et son président, Antonio Garamendi, président de COE et président de Business Europe. Et nous représentons les intérêts du tissu des entreprises espagnoles au niveau européen. Au niveau national, sont membres de COE les associations territoriales, les associations sectorielles et les entreprises grandes, petites et moyennes et les indépendants. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec Monaco Economic Board pour préparer ce genre de rencontres économiques et c'est un plaisir de travailler avec Guillaume et Justin. La réunion que nous avons tenue il y a quelques semaines nous a semblé comme étant un moment idéal pour tenir cette rencontre internationale et travailler ensemble dans la récupération économique et préparer une feuille de route pour la récupération économique
et l'internationalisation de nos économies avec un rôle d'acteur principal. Dans le cas de l'Espagne et la crise dans laquelle nous nous retrouvons, la crise internationale et les problèmes macroéconomiques de notre économie, nous pouvons les surmonter grâce à cette labeur des entreprises espagnoles dont nous avons parlé avec Monsieur l'ambassadeur, et les entreprises le démontrent au niveau international. C'est aussi une bonne occasion pour faire ressortir la collaboration publique-privée avec la participation de toutes les entreprises et des gouvernements. En Espagne, la ministre de Tourisme et d'Économie a fait approuver par le Conseil des ministres un plan d'investissement sur lequel les représentants vont peut-être nous en parler. Pour ma part, j'aimerais rapidement parler de la situation économique dans notre pays au niveau des entreprises et commenter également les initiatives dans la mesure où nous connaissons déjà les chiffres du PIB pour 2020. Nous savons que l'économie espagnole est une économie qui a été très affectée par la crise dérivée de la pandémie. Nous avons eu une chute du produit intérieur brut de plus de 10%, mais le Fonds monétaire international a révisé pour 2021 une prévision de hausse jusqu'à plus de 6% pour cette année 2021. Nous parlons d'une relation symétrique parce que notre économie a été très affectée, mais va avoir aussi une récupération plus accélérée. Cela est très positif de savoir que ce mois de mars a connu une accélération de la procédure de vaccination dans notre pays. Parler d'économie aujourd'hui, c'est aussi parler de vaccination. Notre population est largement immunisée et les indicateurs épidémiologiques sont maintenant très positifs. Il s'agit d'un aspect très important pour la récupération économique dans notre pays. Et grâce à cette vaccination, nous pouvons aussi récupérer la confiance dans notre économie. C'est important pour la récupération économique internationale. En ce qui concerne les attentes, au cours des premiers mois de cette année et au niveau de la pandémie, les attentes se sont grandement améliorées au niveau de la confiance dans l'économie. Depuis avril 2020, il y a eu une confiance supérieure, aussi plus de confiance au niveau du commerce, du petit commerce. Tous les secteurs sont en train de s'améliorer, en particulier dans la construction. Les indicateurs indiquent qu'il y a une perception très positive au niveau des usines, une amélioration au niveau des services, une amélioration importante. Pour nous, ce qui est très important, c'est le facteur au niveau des familles. Il y a eu beaucoup d'épargne préventive, ce qui permet une capacité de consommation plus élevée au niveau des familles. Au niveau extérieur, le comportement est très positif parce que les exportations ont déjà atteint des niveaux d'avant la crise. Et malgré ces circonstances très compliquées, nous avons vu augmenter le niveau des entreprises exportatrices. Le secteur touristique a chuté dans un pays aussi touristique que le nôtre. Cela s'est vu par la compensation grâce à d'autres secteurs comme l'ingénierie. Au secteur touristique, le niveau des vaccinations va permettre une récupération rapide et importante. Nous espérons qu'en cette année 2021, nous pourrons voir une croissance de l'économie espagnole de 1 à 2% supérieure. Enfin,
Comme Monsieur l'ambassadeur l'a dit, ce plan au niveau européen est très important au niveau de l'économie de l'économie espagnole, 140 000 millions au niveau des fonds européens et des transferts directs au niveau des 3 prochaines années, avec des conséquences très positives sur la transformation et l'évolution de l'économie espagnole. Cela multipliera aussi l'effet positif des investissements sur l'économie espagnole. En définitive, nous attendons une croissance sujette aux conditionnants que nous avons indiqués précédemment au niveau de la vaccination et nous voyons maintenant le chemin de la récupération et nous pensons que notre pays va être l'un des grands bénéficiaires au niveau des entreprises espagnoles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre intervention. Alors, je sais qu'on travaille toujours sur le problème du côté monégasque, donc je vais vous proposer un autre intervenant espagnol, si vous le voulez bien. Donc, j'invite à présent M. Jaime Montalvo, directeur international de la Chambre de commerce d'Espagne, à prendre la parole. Monsieur Montalvo, c'est à vous. Attention, pensez à mettre votre micro. D'accord, vous m'écoutez? Oui, merci. Merci. Je parle en espagnol. Señores embajadores. Messieurs les ambassadeurs d'Espagne à Monaco, de Monaco en Espagne, monsieur le directeur général exécutif, l'équipe exécutive de Monaco Economic Board, directrice générale du commerce international et d'investissement, présidente de CEO International, représentant d'Invest in Spain, la Chambre de commerce de Madrid, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un plaisir pour la Chambre de commerce d'Espagne de participer à cette rencontre d'entreprise Monaco-Espagne. Je veux remercier Monaco Economic Board et la COE pour nous donner cette opportunité de partager avec vous quelques brèves remarques sur notre pays, nos entreprises et le rôle des chambres de commerce sur le renforcement des relations économiques et d'entreprise entre Monaco et l'Espagne. Comme vous l'avez dit très bien, messieurs, mesdames les ambassadeurs et Marta Blanco, cette rencontre va marquer la récupération de nos économies après la pandémie du Covid-19. Une récupération qui, dans le cas de l'Espagne, vient de la main du processus de vaccination et qui se traduit dans les chiffres qu'elle a présentés elle-même, avec une croissance du PIB supérieure à 6%. Et sur cette croissance auront un rôle central les entreprises. Contrairement à ce qui s'est passé lors de la crise antérieure, l'Europe, au niveau de nombreux mécanismes comme la Banque centrale européenne et les nouveaux mécanismes de financement, vont jouer un rôle fondamental sur la récupération, la transformation et la résilience de notre tissu de production. Dans le cas de l'Espagne, c'est essentiellement des PME, des chambres de commerce. Nous nous trouvons essentiellement dans la mise en marche de certains de ces programmes qui intègrent le plan espagnol de récupération présenté dans l'Union européenne très récemment. Comme l'a commenté Madame la Présidente de la CE internationale, notre pays a été affecté par les conséquences de la crise sanitaire et essentiellement les restrictions à la mobilité, étant donné le poids important de l'économie espagnole avec des secteurs comme le tourisme, le service, qui ont été affectés par ce problème de mobilité et par le manque de possibilités pour les consommateurs de pouvoir venir dépenser chez nous comme dans le passé. Mais il est cependant vrai
qu'il y a certaines similarités par rapport avec les crises antérieures. Bien que dans ce cas, nous allons disposer de fonds européens dont auparavant nous ne disposions pas, et nous allons recevoir des montants importants pour notre économie à court terme. Dans ce cas, comme dans le passé, le secteur extérieur va voir la récupération. Les institutions représentées ici, les organisations d'entreprise, nous, depuis longtemps, nous avons appuyé l'internalisation à travers le commerce et notre participation conjointe en est une preuve. Monaco offre sans doute des opportunités sous plusieurs niveaux. Et nous comprenons donc que cette journée a beaucoup de sens. Pour notre part, nous allons mieux connaître les possibilités de la part de Monaco Economic Board. Et les entreprises espagnoles, il y en a de nombreuses dans le secteur alimentaire, dans la consommation, des secteurs industriels comme l'automotion et la pharmacie, la chimie, les énergies renouvelables, la gestion d'infrastructures et construction d'infrastructures, services touristiques, santé, loisirs, en définitive, de grands secteurs d'opportunités pour la récupération. Notre pays est en outre une destination privilégiée pour l'installation, comme l'a commenté M. Iraola. Avec tous les moyens que nous avons à notre disposition, tous ces potentiels économiques pour nos entreprises seront mis en commun pour pouvoir développer des activités conjointes. Sous ce point, pour terminer, permettez-moi de parler du rôle important que peut développer la Chambre de commerce espagnole, accompagnée par la Chambre de commerce de Madrid. Les chambres de commerce sont des entités de droit commun qui aident l'économie espagnole à travers des fonctions comme le conseil, les programmes financés par l'Union européenne, les services aux PME. Et à travers cette nature juridique privée, nous permet de développer cette fonction de transmission entre le secteur public et les entreprises PME. Nous développons des actions d'information, de conseil. Notre principal actif, c'est la capillarité, parce que nous avons toutes les entreprises de tout le territoire. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer sur l'un de ces territoires qui est la région de Madrid, de la capitale, avec l'aide de la Chambre de commerce de Madrid et de la COE. Mais il est indubitable que l'Espagne peut proposer, par rapport à Monaco, nous pouvons aller au-delà de ces limites. Et c'est l'aspect positif qu'a ce webinaire. Donc, nous rappelons que ces complémentarités existent, nous allons les explorer, ainsi que les instruments qui sont entre nos mains. Comptez pour tous sur la collaboration de la Chambre de commerce d'Espagne et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Montalvo. Merci et nous compterons effectivement sur votre soutien et nos entreprises compteront sur votre soutien. Alors, merci beaucoup. Et puis, j'invite à présent Monsieur Javier Iraola, le directeur de projet au sein d'Invest in Spain, la ICEX, à prendre la parole. Monsieur Iraola, s'il vous plaît. Bonjour à tous, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera saludar. Pour commencer, j'aimerais saluer cordialement, comme l'ont fait les personnes qui m'ont précédé, Madame l'ambassadrice de Monaco en Espagne, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne à Monaco, Monsieur le directeur de Monaco Economic Board et les organisations, la Chambre de commerce d'Espagne et le secrétariat d'État au commerce, ainsi que tous ceux qui sont actuellement en train d'assister à cette vidéoconférence, ce webinaire. En particulier, je salue les entrepreneurs monégasques. J'aimerais aussi parler de l'opportunité de raconter brièvement ce que fait Invest in Spain
et de parler du climat d'activité pour investir en Espagne. Investing Spain est une partie d'ICEX Espagne, exportation et investissement. C'est une entité publique centrée sur l'internalisation des entreprises espagnoles, sur le commerce et le tourisme. Au sein d'ICEX, Investing in Spain se centre sur l'aide aux entrepreneurs pour aider les entrepreneurs qui veulent s'installer dans notre pays. Dans Invest, nous sommes donc l'allié stratégique pour les entreprises qui pensent à investir et rechercher des opportunités d'activité en Espagne. Nos objectifs, d'une manière synthétique, pourraient se résumer dans ce qui suit. Pour commencer, attirer l'investissement étranger, en particulier au cours des dernières années, les nouveaux projets d'investissement, particulièrement centrés au cours de ces dernières années sur les secteurs industriels, faciliter la collaboration entre investisseurs étrangers et les entreprises espagnoles pour augmenter et développer leurs activités dans notre pays. En troisième lieu, nous essayons de positionner l'Espagne en tant que plateforme globale d'activités et d'investissement internationaux, particulièrement les négoces, les activités vers l'Amérique latine, l'Union européenne et en tant qu'économie internationalisée et concurrentielle. Nous travaillons aussi pour améliorer l'attrait de l'Espagne comme récepteur d'investissement. C'est l'une de nos activités qui s'appelle et qui s'attache à proposer des modifications dans le cadre réglementaire pour les investissements en Espagne. L'un de nos principaux actifs en Espagne est que nous fonctionnons aussi comme point de rencontre entre les gouvernements nationaux et régionaux afin de faciliter l'investissement étranger avec les associés espagnols dans n'importe quel coin de l'Espagne. J'aimerais ensuite mentionner que l'un de nos requis indispensables sont la transparence, la confidentialité et la personnalisation de notre conseil pour les investisseurs. Pour conclure, j'aimerais parler du climat d'activité, du climat des affaires en Espagne. L'Espagne est toujours une destination très attrayante pour l'investissement étranger, surtout si nous parlons du contexte de la pandémie dont nous souffrons. Au lieu de vous faire une présentation des données macroéconomiques sur les principales variables, l'un des principaux éléments les plus intéressants pour que vous puissiez voir cette position de climat d'affaires, je parlerai brièvement d'un travail que nous avons présenté il y a 2 mois dans l'émission de 2020 sur le climat d'activité depuis la perspective de l'investisseur espagnol, réalisé par Invest in Spain, fait par l'université IESE. Ce rapport, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il comprend la partition de nombreux dirigeants étrangers implantés en Espagne et il parle de l'importance qu'il donne dans le climat d'affaires. Nous signalons principalement dans ce rapport que les résultats sont très positifs et malgré le contexte actuel dont nous avons parlé, qui est le Covid-2019, les investissements étrangers ont maintenu de manière assez stable cette perception de l'ensemble du climat d'affaires en Espagne. Et l'an dernier, ils l'ont évalué avec une très légère diminution par rapport à l'année précédente, mais ils ont laissé très clair qu'ils l'évaluent de manière très positive. Ils évaluent notre climat d'affaires de manière très positive, ainsi que l'actuelle conjoncture associée à la pandémie. Les secteurs qui ont été le mieux évalués par les investisseurs étrangers sont celles des infrastructures, qui est une force traditionnelle en Espagne, suivie par le capital humain et la qualité de vie.
De manière générale, la tendance que nous voyons en Espagne est que l'Espagne, les secteurs qui sont le mieux évalués par les investisseurs étrangers sont ceux qui sont considérés en général comme importants par n'importe quel investisseur étranger. Par ailleurs, nous voyons comme source d'espérance le fait que les entreprises étrangères installées en Espagne prévoient une amélioration de leurs attentes pour 2021 dans des aspects comme l'investissement, l'augmentation de leur personnel. Et après cette expérience défavorable qu'ont eu toutes les entreprises l'an dernier au niveau global, les attentes des investisseurs étrangers établis en Espagne semblent prévoir une récupération pour 2021, des attentes positives. Et d'ailleurs, 73% des entreprises consultées ont prévu d'augmenter ou de maintenir leurs investissements pour 2021. Par ailleurs, nous mentionnerons très brièvement qu'en ce qui concerne les projets de Greenfield, nous voyons que l'attrait de l'Espagne pour les entrepreneurs étrangers se voit par exemple dans les projets Greenfield. En Espagne, il y a eu 540 projets Greenfield avec du capital étranger. Cela représente une réduction de 30% par rapport à l'année antérieure, mais il faut ajouter que, malgré une chute généralisée au niveau global, l'Espagne reste une destination importante et l'an dernier, ça a été le 4e principal récepteur de Greenfield après les États-Unis, l'Allemagne. Voilà, ce sont des chiffres que je voulais partager avec vous et qui dit que l'investissement en Espagne est très important et que l'Espagne est une destination très bien évaluée par les investisseurs étrangers. Et si vous avez des questions, nous serons ravis de vous apporter notre conseil. Merci beaucoup. Merci, M. Iraola. Nous n'y manquerons pas. Nous transmettrons bien sûr les questions que peuvent poser nos entrepreneurs au sujet de Invest in Spain, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expertise avec nous. J'invite maintenant Madame Maria Paz Ramos, directrice générale du commerce international et investissement du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme d'Espagne, à prendre la parole. Madame Paz Ramos, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je souhaite vous remercier tous, les présents, les organisateurs, pour avoir créé ce séminaire, les 2 ambassadeurs d'Espagne à Monaco et de Monaco en Espagne. Je remercie les représentants monégasques et espagnols, ceux des institutions publiques et privées, qui démontrent une volonté d'intensifier leurs relations économiques et commerciales. Et c'est quelque chose dont nous sommes toujours reconnaissants. Comme cela a déjà été dit précédemment, l'Espagne et Monaco sont des pays proches, non seulement du point de vue géographique, mais aussi du point de vue culturel. Ce sont des pays méditerranéens qui partagent des intérêts qui vont au-delà du secteur économique. Il y a aussi des éléments migratoires et économiques. Les relations économiques et commerciales bilatérales sont modestes et il existe clairement une capacité d'amélioration. Le volume de commerce est clairement réduit. Espagne a exporté moins de 50 millions à Monaco et a importé moins de 90 millions d'euros. Ces chiffres ont diminué l'an dernier comme partout dans le monde et l'intérêt d'investissement se voit actuellement dans le stock d'investissements bilatéraux assez réduit puisque le stock des investissements monégasques en Espagne
et de 165 millions d'euros. Il est centré principalement sur des activités immobilières et la position d'investissement des investisseurs à Monaco est clairement capable de s'améliorer. Et c'est surtout Inditex et des entreprises pharmaceutiques, basiquement. Je crois que ce séminaire est donc un bon point de départ pour relancer et intensifier nos relations économiques et commerciales bilatérales. Et j'aimerais faire ressortir certains secteurs de collaboration. Les économies présentent des aspects absolument complémentaires. Les deux pays, nous partageons un système, dans nos systèmes économiques, le tourisme en tant que moteur économique dans les deux nations. L'Espagne, comme vous le savez tous, a un grand potentiel touristique, est une grande puissance touristique au niveau mondial. Et nous voulons renforcer nos relations dans le cadre touristique et dans le cadre des entreprises qui se consacrent à la distribution et à la vente de produits gastronomiques, de vins, de mode et d'articles de luxe, qui ont déjà un certain succès, mais il reste de la marge pour les intensifier. L'Espagne, comme nous le savons tous, est une économie très concurrentielle, très ouverte aux investissements étrangers. Et d'autre part, l'Espagne se trouve parmi les 15 premiers investisseurs au niveau mondial. Nous avons plus de 10 000 entreprises qui ont des stocks d'investissement importants sur les 5 continents. Cela veut dire que cela vaut la peine d'explorer une relation plus élevée bilatérale, une relation bilatérale plus élevée des investissements. L'Espagne, comme Javier Iraola l'a dit, attend des investissements de haute valeur ajoutée de la part d'investisseurs étrangers. Et dans le cadre du commerce, l'Espagne propose des investissements intéressants au niveau agroalimentaire. Nous avons des produits gourmets reconnus au niveau mondial. Et ainsi dans des services concepteurs comme le service financier, l'ingénierie, le tourisme et surtout le cadre industriel. Les entreprises espagnoles se caractérisent par un niveau de dynamisme élevé et de technologie partagé avec des associés dans des pays tiers. Nous avons de nombreuses infrastructures de toutes sortes dans des secteurs comme le secteur ferroviaire, les ports, les routes, le secteur de l'eau, des déchets, les différents secteurs énergétiques aussi. Nous allons parler de certains projets qui démontrent notre capacité et pour faire connaître un peu mieux notre implantation au niveau mondial. Soulignons le TGV en Arabie Saoudite, l'agrandissement du métro de Lima, ainsi qu'au niveau du Canada, le canal de Panama, et une liste de secteurs dans le cas où les entreprises espagnoles au niveau mondial y sont très implantées. Pour finir, et pour éviter des messages pouvant prêter à équivoque, je ferai un commentaire en ce qui concerne le cadre des investissements étrangers en Espagne. Comme vous le savez tous, en accord avec l'Union européenne et le règlement européen émis, le numéro 19, l'Espagne a développé un nouveau cadre d'investissement étranger. Ce nouveau régime des autorisations des investissements
Les investissements en espagnol incluent des considérations de sécurité, de santé et d'ordre public. Il y a donc un certain nombre de secteurs d'investissement. Nous parlons de secteurs critiques et stratégiques du point de vue des données, de la sensibilité, le secteur des technologies critiques européennes. Tout cela est analysé et autorisé et donc analysé et autorisé le plus rapidement possible dans le cadre de l'investissement étranger en Espagne. Enfin, un dernier commentaire sur le plan d'action pour l'internalisation de l'économie espagnole pour 2022 qui a été approuvé par le Conseil des ministres et présenté par la ministre du Commerce. Et ce plan a deux objectifs principaux. Un pilier de croissance et d'emploi et ensuite la résilience du commerce international par rapport à de futures crises. Comme nous le savons bien, le secteur exportateur des secteurs internationalisés d'Espagnols ont constitué une résistance par rapport à des crises de toutes sortes et nous avons un facteur de relance économique et de relance de l'économie par rapport à la crise causée par la pandémie et nous voulons que le secteur d'exportation nous voulons de l'aide aux entreprises qui exportent, augmenter nos ventes à l'extérieur, parler de la résilience du tissu exporteur, renforcer les valeurs globales, la transformation digitale et le développement durable. Et je ne m'étendrai pas plus et j'aimerais que ce soit un nouveau point de départ pour ces timides relations économiques, commerciales et d'investissement entre nos deux pays. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup, Madame Ramos. Merci pour cette présentation. J'invite maintenant M. Francisco Aranda, le porte-parole de la Confédération des employeurs et des industries de Madrid, à effectuer sa présentation, la CEIM. Merci beaucoup. Monsieur Aranda. Bonjour. Madame l'ambassadrice, cher ambassadeur, équipe dirigeante de Monaco Economic Board, Madame la présidente de CEO International et directrice générale du commerce international du ministère de l'Industrie et la Chambre internationale de commerce, Invest in Spain, chère directrice de la Chambre de commerce de Madrid, Mesdames et Messieurs, j'aimerais pour commencer féliciter tous les organisateurs, en particulier Monaco Economic Board, pour cette initiative de rapprochement des entreprises des pays d'Espagne et de Monaco. Pour nous aujourd'hui, c'est un jour très important parce que nous avons la possibilité de vous transmettre et de transmettre à nos collègues entrepreneurs de Monaco l'excellence de notre région autonome pour pouvoir investir, générer de la richesse et de l'emploi, les accueillir, leur transmettre toutes nos possibilités. CEIM est l'entité madrilène au nom de laquelle nous, avec plus de 90 ans d'existence, au niveau des entreprises, au niveau secteur, au niveau individuel, nous voulons parler de ce moteur important. Je voudrais vous parler
de la grande majorité des avantages que représente Madrid comme destination d'investissement étranger. Ne vous inquiétez pas, je serai très bref. Nous avons une présentation. Merci. Nous passons. Voilà. Nous vous présentons rapidement les contenus. Les avantages tiennent dans une main. D'abord, Madrid représente une économie ouverte aux activités, aux affaires. Nous avons un capital humain exceptionnel, très concurrentiel. Nous avons une localisation géostratégique et des infrastructures de très premier niveau et un leadership en innovation, pas seulement au niveau de l'Espagne, mais aussi au niveau de la communauté européenne. Enfin, nous avons une excellente qualité de vie. Continuons. En ce qui concerne l'économie dynamique et ouverte de Madrid, nous parlons de compétitivité. La compétitivité, c'est 2 chiffres. Ici, nous sommes seulement 1,6% de la surface de l'Espagne et 14% de la population. Mais nous avons pourtant 20% du produit intérieur brut. Nous sommes donc la principale économie du pays. Madrid est l'épicentre législatif du pays. Nous avons le principal hub qui est le centre de décision d'affaires d'Espagne. Nous avons les sièges de la grande majorité des grandes entreprises du pays. Et nous avons une très bonne paix sociale grâce au travail de notre entité avec les principaux syndicaux qui sont UGT et Comisiones Obreras. La capitale d'Espagne a enregistré, avant la pandémie, nous avions un revenu per capita de plus de 6% au-dessus de la moyenne nationale. En même temps, nous avons 64% des entreprises les plus importantes qui opèrent dans notre pays. Et le dynamisme de notre économie est tel qu'une année après l'autre, nous recevons au moins 50% de l'investissement étranger qui arrive en Espagne. Par exemple, en 2018, sur chaque 100 € qui ont été investis en Espagne, 85% sont venus dans la région de Madrid. Au point 2 de l'autre grand avantage compétitif, concurrentiel, au niveau économique, ce qui est important, c'est la transformation digitale. Et dans ce secteur, le capital humain est basique. Nous avons une population active de plus de 3,5 millions de personnes et 14% de ces personnes font partie de 180 nationalités distinctes. Donc, le talent est caractéristique de notre région. Le troisième avantage concurrentiel, c'est la localisation. Nous avons d'excellentes infrastructures. Madrid propose l'accès à plus de 1600 millions de consommateurs grâce à sa position privilégiée d'accès au marché d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique du Nord. J'aimerais parler en particulier de l'aéroport Adolfo Suárez Barajas, parce que 25% de tous les vols de connexion entre l'Europe et l'Amérique latine passent par Madrid. Madrid est le deuxième investisseur mondial en Amérique latine après les États-Unis. Je voudrais parler
en particulier du secteur de la logistique, parce que l'Espagne et Madrid en concret sont en train de devenir un grand hub mondial au niveau de la logistique. 75% des entreprises logistiques en Espagne se trouvent dans la région de Madrid. Nous avons 23 parcs logistiques et 43 millions de... Ce secteur est en franche croissance, ce qui est idéal. C'est idéal pour le transport entre l'Asie et l'Amérique latine. L'innovation est l'un des autres aspects à remarquer dans notre région. Madrid est réellement high-tech. La recherche et le développement sont une partie très importante de notre économie. C'est la seconde région de l'UE28 dans le cadre de la technologie. Ça, c'est un fait. Nous sommes les leaders des exportations espagnoles en matière de technologie. Nous avons des hubs spécialisés dans des secteurs C4, biomédical, pharmaceutique et aérospatial. C'est des secteurs clairement très technologiques. N'oublions pas l'entrepreneuriat qui à Madrid est très dynamique et qui invite la création au niveau digital. En 2015, l'entrepreneuriat à Madrid a été le deuxième en Europe après Londres. Enfin, mais ce n'est pas le moins important, nous savons que les entrepreneurs et les investisseurs de Monaco apprécient beaucoup la qualité de vie. Nous offrons de la sécurité, de la culture, de la gastronomie, du soleil, c'est très important, et des services publics de très haut niveau, la santé, l'éducation. Vous êtes tous bienvenus. Et ce que nous pouvons faire de mieux depuis CEIM, c'est pouvoir vous informer en tant qu'entrepreneur quand vous voudrez venir à Madrid. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur Aranda. Je vous confirme qu'à Monaco, la qualité de vie est au cœur de nos préoccupations et au cœur des préoccupations de nos entreprises, bien évidemment. Alors, pour conclure cette présentation de l'Espagne, et en particulier de la région de Madrid, je vais vous proposer de terminer avec la présentation de Madame Elsa Salvadores, qui est la directrice adjointe de la Chambre de commerce et de l'industrie de Madrid. Madame Salvadores. Merci. Buenos días. Gracias a todos. Bonjour, merci à tous. En particulier pour nos ambassadeurs, l'ambassadrice de Monaco en Espagne, l'ambassadeur d'Espagne à Monaco. Je salue très en particulier Marta Blanco, la COE, les représentants du ministère, Madame Paz Blanco, Monsieur Iraola, Invest in Spain, bien entendu Monsieur Aranda. Intervenir en dernier lieu a ses avantages et ses désavantages. Last but not least, pour parler du contexte d'Espagne et de Madrid, je ne veux pas oublier nos collègues de Monaco, l'agence de Monaco Invest in World. Je suis ravie de partager aujourd'hui la vision de la Chambre de commerce de Madrid et parler du tissu entrepreneurial que cela représente. Monsieur Aranda a parlé des valeurs objectives de la région, de tout ce que cela représente pour les investisseurs étrangers,
le capital humain, le tissu entrepreneurial. Et tout cela fait de notre région une région du futur pour les entreprises qui y opèrent déjà, pour que ces entreprises, pour développer leurs activités, puissent profiter d'un écosystème entrepreneurial, et ce pour différents facteurs. À Madrid, nous avons une symbiose parfaite et nous proposons des entreprises résilientes qui ont lutté pendant cette pandémie, qui sont en train de se récupérer. Et nous parlons d'une symbiose parfaite avec le secteur public. Le gouvernement central d'une part, le gouvernement régional par ailleurs. Sans cette combinaison, il serait très difficile non seulement de nous trouver en clé de récupération, mais il serait aussi difficile de penser à fonctionner. À Madrid, il y a plus de 1500 entreprises qui ont résisté à la situation adverse et elles l'ont fait en s'adaptant et en supportant non seulement au niveau entreprise, mais aussi au niveau de contribution à notre société. Ce n'est pas en vain qu'elles se sont démontrées ouvertes pour contribuer au développement économique et en plus en clé de sécurité absolue pour les personnes qui, ne l'oublions pas, cette pandémie l'a démontré, ce sont les personnes qui sont la clé de l'attrait pour un investisseur étranger. Ce sont d'abord les citoyens, puis ensuite les entrepreneurs et les personnes. Madrid et ses 500 000 entreprises a su pousser et combiner, comme je le disais, a su pousser ce développement économique dans cette région, malgré l'impact important de la pandémie. Madrid est clairement en récupération. Les entreprises travaillent avec une normalité importante. Cela va in crescendo depuis mai. Insistons sur la grande sécurité au niveau des entreprises et parlons de la récupération importante. Certains éléments ont changé et ne seront plus les mêmes. Par exemple, la forme de contact des personnes, la manière dont les personnes réalisent leur travail dans les entreprises, cette modalité de contact virtuel, le télétravail, beaucoup d'éléments qui sont venus et qui resteront. Mais la clé, c'est que nous cherchons tous la manière d'aller de l'avant. Nos entreprises, les 500 000 entreprises de la région de Madrid, c'est près de 16% de l'ensemble des entreprises espagnoles. Il s'agit d'entreprises concurrentielles avec une grande capacité d'adaptation et qui ont une vocation de génération de synergie qui est importante pour les entreprises monégasques. Elles sont ouvertes à la coopération, elles sont ouvertes à d'autres marchés, comme les pays et les zones d'influence, et les entreprises de Madrid peuvent proposer à des associés monégasques d'aller au-delà du niveau espagnol, aller vers l'Amérique latine et vers le reste de l'Europe. Les entreprises madrilènes sont donc les leaders de la récupération et de l'internationalisation de notre économie. Les entreprises exportatrices
grâce au tissu, le tissu aérospatial, tout ce qui concerne l'industrie pharmaceutique et aussi des secteurs traditionnels, comme par exemple les infrastructures. Il s'agit là d'entreprises qui ont un grand poids dans notre économie. Donc, nous parlons de secteurs traditionnels, mais aussi nous parlons surtout de l'internationalisation de notre économie. Et nous parlons beaucoup de la récupération. Sur ces 500 000 entreprises qui font le tissu d'entreprises de Madrid, il y en a de très nombreuses qui travaillent au niveau international. Nous parlons d'investisseurs et d'entreprises d'autres pays. Parlons des chiffres des échanges internationaux, entre Monaco et Madrid, l'investissement. Mais il y a de nombreux secteurs où nous pourrions créer des services conjoints. En ce qui concerne Madrid, comme région ouverte à de nouveaux investisseurs, nous avons un écosystème. Nous concentrons dans Madrid 30% des avantages fiscaux qui existent en Espagne. Nous sommes une région qui accueille des entreprises non seulement étrangères, mais aussi des entreprises d'autres régions qui décident de s'installer à Madrid. Nous parlons des entreprises et des administrations, du gouvernement régional et la mairie. Tous sont en train de pousser un écosystème, des incubatrices et la connexion, dans ce cas, avec des institutions qui ont de nombreuses années d'histoire. Et nous essayons de pousser les innovations et le développement technologique et les avancements digitaux. Nous avons donc ici un écosystème parfait qui met en avant les personnes, la santé, la sécurité, l'activité économique et entrepreneuriale. Nous proposons un accompagnement du gouvernement cette aide à l'économie et à l'entrepreneuriat. Donc, pour les entrepreneurs monégasques, nous voulons insister sur l'aide dont ils pourront disposer au niveau de cette chambre de commerce. C'est une chambre de commerce qui intègre toutes les entreprises, les grandes, les PME, tous les secteurs de l'économie. Nous représentons toutes les entreprises de Madrid et en plus, nous sommes un partenaire idéal pour arriver à connecter avec nos administrations. Et nous espérons que vous serez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Salvadores. Je pense que nos entreprises vont apprécier. Alors, à présent, il me reste à passer la parole à Justin Ayman pour une présentation de Monaco que nous sommes désolés de ne pas avoir pu vous faire au début. Nous allons la faire à présent. Merci beaucoup. Encore désolé pour tout à l'heure. Voici donc la présentation économique de la Principauté de Monaco. Tout d'abord, quelques facts and figures. Monaco est certes le second pays le plus petit au monde après le Vatican avec 38 350 résidents, mais vous allez voir une population très internationale et très dynamique en termes entrepreneurial. Nous n'avons peut-être pas 180 nationalités, mais 140 distinctes ici à Monaco, qui est un facteur d'attractivité pour les chefs d'entreprise qui disposent en effet de talents internationaux et polyglottes.
Collaborer avec des sociétés monégasques peut également être une ouverture donc, à l'international. Une particularité, les ressortissants monégasques sont à peu près de 9 350 personnes, soit à peu près un quart de la population totale. Vous avez également le chiffre d'Espagnols ici résidents qui est aux alentours des 300 personnes. Et certains sont membres d'ailleurs du Monaco Economic Board, qui est une entité hybride, chambre de commerce et agence de développement économique, donc très similaire à votre chambre de commerce nationale et à INSEX, Invest in Spain Agency, mais nous sommes fusionnés dans une seule et même entité. Un autre facteur d'attractivité important ici, c'est la stabilité politique qui est exceptionnelle. L'histoire veut que l'histoire qui la lie au Grimaldi, donc la famille du prince Albert II, dure depuis plus de 7 siècles. Ce règne se fonde sur un système de monarchie héréditaire et constitutionnelle. Et cette stabilité donne à l'entrepreneur basé ici une vue et une durée sur son plan d'action qui ne change pas sur des années. La continuité de cette dynastie est d'ailleurs par ailleurs assurée par le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, née le 14 décembre 2014. Un autre facteur d'attractivité important est la sécurité. Ici, la sécurité des biens et des personnes est primordiale et bien sûr, bientôt la data, les données. Nous avons plus de 600 caméras qui permettent d'effectuer une étroite surveillance de la principauté, ce qui fait de Monaco un hub non seulement dynamique économiquement parlant, mais également safe et probablement l'une des plus sûres, si ce n'est la plus sûre au monde à ce jour. Revenons maintenant économiquement parlant. Monaco dispose également d'un emplacement stratégique avec un fort potentiel commercial, comme vous pouvez le voir sur cette slide et cette carte, situé centralement au sein de l'Europe et aussi du bassin méditerranéen. Grâce à l'aéroport Nice-Côte d'Azur, elle dispose de connexions directes à la plupart des capitales européennes, mais également au Moyen-Orient, Dubaï et Doha notamment, et même de lignes directes avec New York, Montréal, Rio de Janeiro, et depuis il y a 2 ans également avec la Chine, et on espère bientôt avec d'autres pays en Asie. Grâce à cette position géographique, Monaco offre également un point d'entrée en Afrique, un des partenaires commerciaux privilégiés en principauté. On a beaucoup d'entrepreneurs ici basés à Monaco qui entretiennent d'excellentes relations commerciales avec l'Afrique et qui ne cessent de croître. On l'a mentionné brièvement en introduction, mais nous avons également la chance d'avoir une économie très stable, saine et sociale. Depuis le règne du prince Régnier III, l'équilibre du budget est une préoccupation constante de tous les gouvernements princiers. À ce jour, la situation financière de la principauté reste saine. Monaco n'a pas de dette et a également des fonds de réserve qui sont équivalents à presque 4 ans de dépenses publiques. Et cette stabilité aide également un entrepreneur à envisager son futur ici à Monaco. Quelques facts and figures sur l'économie monégasque, le cœur du sujet aujourd'hui. Bien sûr, de taille bien moindre que l'Espagne ou même de Madrid, mais vous allez le voir, très dynamique. Monaco bénéficie aussi, et ça c'est dans la slide suivante, d'une économie très diversifiée et en plein essor. Si on enlève l'année 2020, nous avons eu une croissance de plus de 5% sur les 6 années précédentes, avec une création de richesses chaque année en PIB, mais non seulement PIB, mais également en emplois et en entités créées. Et nous sommes cette année à plus de 56 000 emplois, avec presque 6 000 entités. C'est aussi, si on benchmark avec la région, le plus grand bassin d'emploi de la région avec ses 56 000 emplois, plus important que Nice, la 5e ville de France, et Sophia Antipolis, qui est l'une des plus grandes technopoles d'innovation en Europe. Maintenant, venons-en aux piliers de l'économie monégasque. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes pensent que Monaco est basé sur le tourisme et les services financiers. Certes, ce sont 2 secteurs importants qui représentent, selon les années, entre 15 et 18% du PIB et qui emploient un certain nombre de personnes. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs que nous souhaitons mettre en valeur, dont certains également qui peuvent être très pertinents
pour l'Espagne. Je pense notamment à la construction et l'immobilier, qui ont été mentionnés par M. l'ambassadeur et d'autres intervenants. Et également le négoce à l'international. Nous avons de nombreuses sociétés ici dans le trading d'agroalimentaire, de BTP, de ressources naturelles. Et donc, ils prennent place dans ce hub à Monaco et ils arrivent à exercer pleinement en Europe, mais également, comme on l'a vu auparavant, en Afrique, au Moyen-Orient et à l'international. Nous avons également un secteur des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication en plein essor. C'est là où on pense qu'il y a le plus de richesse à venir et de valeur ajoutée. Et justement, nous allons en parler dans la slide, juste après cette slide, pardon. Dans le négoce international, comme on peut le constater quand même, l'Europe reste de loin le principal partenaire commercial. Et au sein de l'Europe, on peut dire que c'est notamment la France et l'Italie. Il y a en effet des pistes d'amélioration avec l'Espagne, mais c'est le but de cette première initiative aujourd'hui de justement pouvoir accentuer nos échanges commerciaux avec l'Espagne. Et après, vous pouvez également voir que nos autres partenaires commerciaux sont l'Afrique et l'Asie. Donc, en revenant au secteur de l'innovation, qui est vraiment au cœur de la stratégie du développement économique de la principauté, nous pensons vraiment que c'est par là que la croissance future de la principauté réside. Quelques exemples ici. Vous avez le Monaco a été le premier pays au monde à obtenir une couverture nationale de la 5G en 2019 et nous aurons la fibre d'ici la fin de l'année. Monaco Tech, qui est notre centre d'excellence de l'innovation ou incubateur accélérateur si vous préférez, qui a été créé il y a maintenant 3 ans et demi, commence à vraiment révéler à de nombreuses pépites de start-up et de jeunes entreprises innovantes qui commencent vraiment à s'ouvrir vers l'international. Donc, je pense que là également, il y a quelque chose à faire avec l'Espagne, puisque c'est également un secteur fort pour vous. Autre projet majeur, le cloud souverain, qui permettra de servir de socle au développement et à la création de nouveaux services numériques de la principauté. Voilà quelques autres facts and figures sur cette transition numérique dont le programme s'appelle Extended Monaco Smart Principality. Vous voyez qu'il y a plusieurs lois qui ont été votées récemment pour aider cette transformation numérique, dans tout ce qui est ICO, blockchain et token. Nous avons également, depuis septembre dernier, des cours de coding, de codage, chaque semaine pour tous les étudiants à partir de l'âge de 6 ans à Monaco. Et on a parlé juste avant du cloud souverain. Un autre axe fort et primordial au développement économique de la principauté, et qui a été évoqué également plus tôt, est la transition énergétique. Et depuis son accession au pouvoir en 2005, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est résolument engagé, comme vous le savez, en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Les énergies renouvelables et tout ce qui est écomobilité, mobilité durable, font partie des principales priorités de la principauté. D'ailleurs, le gouvernement de Monaco entend réduire les émissions de 55% d'ici 2030, donc dans 8 ans et quelques, et cible la neutralité carbone d'ici 2050. Juste pour un petit fact dont personne connaît vraiment, mais près d'un quart de l'énergie ici à Monaco est produite grâce à des solutions durables, à savoir des pompes à chaleur sur eau de mer et à l'énergie solaire. Donc, il y a vraiment aussi un créneau sur tout ce qui est environnement, clean tech, énergie renouvelable, que nous souhaitons également développer. Et je sais que, si j'ai bien compris vos différentes interventions, c'est également un focus important en Espagne et dans la région de Madrid. Maintenant, si on regarde dans le futur et la vision du pays, nous avons notamment de nombreux projets structurants durables pour le futur. Cette année, nous avons livré le port de plaisance de Vintimille, dont ces installations fourniront tous les services et pourront accueillir jusqu'à 178 yachts cet été, avec de nombreuses surfaces commerciales, un parking et de nombreuses promenades et jardins. Ceci devrait booster donc non seulement le secteur du tourisme, comme vous le savez, qui est important pour la principauté, mais également du yachting, car Monaco se place comme principale capitale du yachting dans le monde.
D'ailleurs, il y a un cluster ici de yachting très dynamique et je crois savoir qu'il n'existe que 2 dans le monde de cluster yachting. Et le second est à Barcelone, donc en Espagne, même si le mot cluster n'est peut-être pas le bon à utiliser. On dira pôle de compétitivité peut-être dorénavant. Mais voilà, un autre secteur peut-être où nous pouvons également envisager des synergies. Le deuxième projet structurant, probablement le projet le plus ambitieux, est Mareterra, qui est un projet d'extension sur la mer, au niveau juste avant le Larvoto, un projet à plus de 2 milliards, très technique, très innovant, très durable, avec un écoquartier qui devrait donner lieu à plus de 60 000 mètres carrés de surface résidentielle, ainsi qu'un petit peu de commercial, en rez-de-chaussée notamment, d'ici 2025, donc dans quelques années. Un autre projet très important pour la principauté, parce que la santé est également au cœur du gouvernement princier, est l'hôpital Princesse Grace et la construction d'un tout nouvel hôpital sur le site actuel, tout en gardant l'hôpital actuel. Ce nouvel hôpital fera plus de 100 000 mètres carrés et offrira donc des suites et un équipement des plus modernes et une domotique aussi à la pointe d'ici 2026. Et finalement, un projet dans l'urbanisme commercial, ici à Fontvieille, un nouveau centre commercial qui devrait donner aussi un coup de boost à l'urbanisme commercial de Monaco. Donc, comme vous pouvez le voir, un pays en transition numérique, écologique, avec de nombreux projets et un dynamisme économique certain. Et je pense qu'il y a de nombreuses synergies et passerelles à construire avec l'Espagne très prochainement. Merci encore et désolé encore pour le petit problème technique en début de présentation. Merci beaucoup. Merci Justin pour cette présentation. Et maintenant, je crois qu'il est temps d'animer les questions. Oui, donc nous avons reçu plusieurs questions des différents participants à ce webinaire. Et j'aimerais commencer pour aller rapidement, car nous n'avons plus beaucoup de temps, avec la première, pour Monsieur Montalvo et peut-être Madame Salvadores. Dans quelle mesure le Covid a impacté l'activité économique espagnole dans un premier temps, ainsi que celle de Madrid, s'il vous plaît? Bon, je peux essayer de répondre très rapidement. Bon, je pense que Marta Blanco nous a déjà fourni des données sur l'impact qu'il y a eu. Certainement, l'impact a été très fort sur les économies qui sont plus centrées dans les services. Dans le cas de Madrid, j'imagine Elsa peut nous donner quelques chiffres, mais sans doute c'est une économie très diversifiée, mais où le tourisme, les services, le commerce et le transport en général ont un poids élevé. Donc, évidemment, voilà la raison pour laquelle l'économie espagnole a perdu un 10 points quelques pourcents l'année passée, mais c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque l'on récupère la mobilité, on peut attendre que la récupération va être plus forte dans ces secteurs, en général pour l'économie espagnole et surtout pour Madrid. Mais je laisse la parole à Elsa. Merci. Merci beaucoup, Jaime. Francisco, Paco, tu veux apporter une donnée? L'économie madrilène a été très affectée par la crise du Covid. Comme beaucoup d'économies, Madrid est une économie basée sur les services. Beaucoup concerne le secteur touristique. Madrid s'est donc vu très impacté, est en train de revenir à la normalité,
Mais comme dit Jaime, il y a d'autres secteurs dans notre région, les secteurs qui composent la majorité du secteur économique. Ces secteurs ont eu une croissance importante. Parlons de la digitalisation, de la technologie. Je te laisse, Monsieur Aranda, parler de la logistique. N'oublions pas que Madrid, avec cette politique de combiner la sécurité des personnes sans oublier l'activité entrepreneuriale, a permis de nuancer un petit peu l'impact de la pandémie. Cependant, il faut parler en clé de récupération avec un effet rebond pour Madrid. La mobilité nationale et internationale vont être clés. Et les derniers trimestres de l'année sont très positifs. Si tu veux continuer. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, en effet. Ces mois ont été terribles. C'est une crise que personne n'attendait. L'activité va redémarrer grâce à la vaccination massive. Les entreprises ont profité de cette étape pour avancer dans la transformation digitale dans laquelle elles étaient déjà engagées. Merci beaucoup, Monsieur Aranda. Donc, prochaine question sur l'Amérique latine, destinée à Monsieur Javier Rayola. Nous savons que l'Espagne entretient une relation privilégiée avec l'Amérique latine et qu'elle est la deuxième destination mondiale de l'investissement latino-américain, après les États-Unis. Quelles opportunités commerciales cela pourrait-il représenter pour les entreprises monégasques, s'il vous plaît? Alors, merci pour la question. Je crois que cette question, on pourrait la poser depuis deux points de vue. D'abord, l'aspect de l'attrait de l'inversion. Ensuite, je parlerai du point de vue commercial. Du point de vue des investissements pour l'Espagne, l'investissement des entreprises latino-américaines est certainement un objectif prioritaire. L'Amérique latine a déjà un potentiel d'investissement extérieur important, et bien que l'investissement latino-américain à l'étranger a commencé depuis longtemps, ce n'est que depuis 10 ans que de nombreuses entreprises latino-américaines ont commencé à disposer d'un tissu entrepreneurial plus adapté aux exigences qui correspondent à l'investissement hors des frontières. Pour illustrer ce point, l'investissement accumulé de la région latino-américaine à l'extérieur, c'est environ 760 000 millions d'euros, et c'est 70% de plus qu'il y a 10 ans. En 10 ans, ça a augmenté de plus de 70%. En termes d'augmentation d'investissement, mais on parle aussi de richesse. Des grandes corporations latino-américaines sont celles qui ont investi au début, des multinationales, mais ici est aussi ajouté des family office, le secteur immobilier, les fonds de capital, le secteur technologique, l'entrepreneuriat digital. Ce sont des secteurs qui travaillent dans des secteurs qui intéressent de nombreuses entreprises de Monaco qui aimeraient s'implanter en Espagne avec cette vision
avec cette vision de profiter des investissements qui viennent d'Amérique latine. Certaines des personnes qui sont intervenues précédemment, comme Madame Ramos ou Monsieur Aranda ou Madame Salvadores, dans les flux qui existent depuis l'Espagne, depuis Madrid, vers l'Amérique latine, il est vrai que nous avons une relation privilégiée. Par exemple, on peut dire qu'une entreprise de Monaco peut être associée ou fournisseur d'une grande entreprise espagnole avec de la présence en Amérique latine. Cela lui ouvre énormément d'opportunités d'activité dans les pays latino-américains où l'entreprise espagnole a une présence. Nous pouvons aussi parler de la sécurité offerte par les accords, des accords cadres que nous avons avec pratiquement tous les pays d'Amérique latine. Parlons aussi des échanges intra-régionaux entre tous les pays d'Amérique latine. Ça, c'est une réponse générique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Une dernière question pour finir. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels les entreprises espagnoles sont les plus compétitives lorsqu'il s'agit d'analyser d'éventuelles alliances publiques-privées? Et je pose cette question pour Madame Maria Paz Ramos, peut-être? Merci. Je crois que j'en ai déjà beaucoup parlé pendant mon intervention. Les secteurs d'activité comprennent aussi bien la gastronomie, le gourmet, où nous voyons des opportunités très claires à Monaco. Il y a aussi une collaboration plus élevée au niveau des services, les services financiers et le tourisme. Et l'Espagne est aussi particulièrement implantée sur les marchés internationaux dans le secteur de la construction, la gestion et la maintenance dans le secteur énergétique, surtout les énergies renouvelables. Parlons aussi de l'eau pour l'installation, le traitement de déchets, le traitement des ordures, la gestion intelligente des villes. Et parlons aussi du secteur des transports, où nous sommes très présents dans le monde entier. Le matériel roulant, les métros, les trams, et la gestion de construction, et les ateliers de maintenance. C'est la première chose à laquelle je pense pour les entreprises espagnoles qui sont particulièrement concurrentielles sur ces marchés. Et c'est des secteurs industriels dans lesquels nous ne sommes pas présents dans la principauté. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ramos. Voici pour la partie Q&A. Guillaume, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Justine. Merci à tous. Je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants et puis, bien sûr, les entrepreneurs qui nous ont suivis. Aujourd'hui, assez nombreux. Il faut bien l'avouer, l'Espagne est un pays qui fascine et qui interroge quant à sa reprise qui va être, comme nos interlocuteurs l'ont expliqué, très certainement intéressante. Alors, merci encore à nos excellences, les ambassadeurs qui ont participé activement à ce webinaire. Merci à l'ensemble des participants. Et puis, je vous invite à suivre les prochains webinaires. Le prochain sera un atelier du numérique dédié au tourisme avec Booking.com, rien de moins. Donc, ce sera le 1er juin. Et puis, nous aurons le prochain webinaire Destination Business dédié au Japon. Et celui-ci aura lieu le 24 juin. Je vous dis encore merci et à très bientôt. Au revoir.